cassette a été envoyée. On tourne toute la campagne, il monte au fur et à mesure et on diffuse le lendemain de l'élection. Là, ça c'est bien, on peut le faire, tu vois. Je vais les relancer. Je vous dis que je ne ferai pas de commentaires, je n'ai pas d'ailleurs pas de commentaires à faire là-dessus. Mais est-ce qu'ils sont partis sans laisser d'adresse? C'est scandaleux que je suis pas. C'est marrant, hein. C'est Pardon, tu dis bien parce que c'est très gestuel, c'est pas mal. Donc on va réduire un tout petit peu cette séquence et puis ensuite on passe à la partie témoignage. Est-ce que vous accepteriez quand même de me parler de cette période face à une caméra ou Oh non, je n'irai pas jusqu'à ce point quand même. Ils ont plein de trucs comme ça, vraiment. Des témoignages. Il faut que vous soyez sûr du coup pour qu'on puisse y aller, quoi. Après, en termes de question matérielle. Ouais, c'est une guerre sans image. Tu vois, c'est notre devoir de montrer ce truc-là. Bonsoir et bienvenue dans la rédaction de 90 minutes. Bonsoir. Sarkozy avait déclaré, je le cite, qu'il ne regarderait pas le bateau couler. Il a donc intégré le gouvernement de Villepin. Il prépare en même temps 2007, c'est-à-dire la présidentielle, avec assiduité. Ça tombe bien parce que nous avons réalisé un portrait de Nicolas Sarkozy, un portrait sans concession et sans tutoiement. Je peux vous dire que pendant 15 jours, voire un mois, j'ai pas dormi, hein, ça c'est... Il a vu votre nom sur le papier qu'il a reçu et il dit « Je le vois aux 20h le soir, j'étais très impressionné, j'avais l'État contre moi. » Mon nom est dessus, mais c'est le nom de la société. D'ailleurs, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est Claude Sarkozy. Hein, c'est ça. Et pourtant, il est bien inscrit Arnaud-Claude Nicolas Sarkozy sur les papiers que M. Silleros a reçus. Seconde enquête, les gros bras du métro en état de dépression. Vous découvrirez comment la RATP serre la vis à ses agents de sécurité. Plusieurs vigiles ont porté plainte pour harcèlement moral. Il y aurait un cas. Non, mais il y a des dizaines de cas d'agents qui se plaignent de propos racistes, même xénophobes. Si ne pas laisser faire n'importe quoi, ça s'appelle harceler les gens, moi, je veux bien. Nous, on apporte une sorte de différence. Et il est bien, ce gars. Je suis désolée, mais... Voilà, Nicolas Sarkozy a finalement accepté de rejoindre le gouvernement Villepin, mais c'est bien le séisme du non qui a lancé son compte à rebours. Nicolas Sarkozy a 22 mois pour devenir président. Les 22 mois qui nous séparent des prochaines élections décisives pour notre pays doivent être mis à profit pour fonder un nouvel espoir. Il nous faut décider d'un programme d'action innovant, courageux, ambitieux. Cela suppose, je n'hésite pas à le dire, un tournant majeur dans nos politiques économiques et sociales. Oui, ça y est, c'est parti. Nicolas Sarkozy, on va décidément en manger beaucoup dans les 22 mois qui viennent. Nous avions pris la décision, il y a presque un an maintenant, de soulever le capot, de regarder de quelle mécanique était faite cet animal politique un peu hors du commun. Et donc Véronique Robert et Jean-Baptiste Rivoire ont mené une enquête minutieuse, point par point, sur un personnage qui risque d'être dans notre avenir à nous tous, les Français. Oui, un long décryptage sur ses talents exceptionnels de communication, mais aussi ses talents d'illusionniste. Oui, c'est certainement l'homme politique qui a le plus intégré les techniques du marketing commercial et dans son discours. discours. En France, c'est l'homme politique qui a le plus décidé d'exposer sa famille devant les médias, notamment son épouse Cécilia Sarkozy, qui s'est beaucoup exposée un peu à l'américaine. Oui, absolument. Leur modèle, c'était Bill Clinton et Hillary, ce que les Américains appelaient le power couple, le couple de pouvoir. Évidemment, quand on s'expose à ce point-là, on court des risques. Et quand ça a commencé à tanguer pour leur couple, là, il y a quelques jours, toute la France l'a su très très vite et ça devait être un peu douloureux pour eux. C'est cette surexposition qui a donc alimenté toutes les rumeurs. Et puis il faut souligner que Nicolas Sarkozy a accepté de répondre à toutes les questions de cette émission, ce qui est assez rare. Ah oui, c'est suffisamment rare, en tout cas pour qu'on le note. C'est vrai que c'est... Bon, 90 minutes, si vous suivez, vous connaissez, c'est une émission qui est plutôt sans concession. C'est une émission où on ne tutoie pas les politiques, ni hors antenne, ni à l'antenne. Et il a accepté, même s'il a beaucoup hésité, hein, jusqu'à la veille, on n'avait pas le feu vert pour ce long entretien qu'il nous a accordé, mais tout de même, il nous l'a accordé et à aucun moment, il n'a exigé un droit de regard sur ce que vous allez voir à l'antenne. Donc c'est vraiment un produit indépendant et absolument sans pression, ce qui devient de plus en plus rare avec les politiques aujourd'hui. Vous voyez donc la longue enquête de Jean-Baptiste Rivoire et Véronique Robert avec Laurent Cogin. Il y a des jeunes qui sont avec vous. Il y a des jeunes derrière Sarkozy. Parce que les jeunes, ils en veulent. Les jeunes, ils en veulent aujourd'hui. Le non avec Sarkozy. Allez.
j'ai appris, tout au long de ces longues années d'engagement politique, qu'il y a beaucoup d'épreuves sur la route de celui qui a un grand dessein. C'est le nouveau messie du peuple de droite. Quand il organise son sacre médiatique, il y met les moyens. C'est Nicolas Sarkozy. Pendant plusieurs mois, nous l'avons accompagné, enquêtant sur les dessous de sa communication et sur le vrai visage de cet homme surmédiatisé. De son histoire familiale à son entrée en politique, du bilan de son action au ministère de l'Intérieur aux raisons pour lesquelles beaucoup de grands médias le soutiennent, enquête sur le système Sarkozy. Sur chacun de ces points, le plus populaire des candidats de droite pour la présidentielle de 2007 répondra à nos questions. Qu'il vive à jamais. Répétons sans cesse, qu'il vive à jamais. Vous avez déjà reçu votre cadeau? Non. Mais est-ce que j'en ai un? Le cadeau, c'était le monde au ultime. Voilà. Et la présence de mes amis. Pour ceux qui n'ont pas encore 50 ans, je vais vous dire un truc, c'est très agréable. Vraiment, dépêchez-vous. Je ne sais pas si vous y arriverez, mais dépêchez-vous parce que c'est formidable. Bon, voilà. Oui, c'est ça, oui. C'est aucune allusion politique. Un bel anniversaire pour ses 50 ans, une Légion d'honneur attribuée par Jacques Chirac. En ce début 2005, Nicolas Sarkozy fait la fierté de sa maman. C'est Nicolas, on a été avec les garçons à l'Élysée parce que M. Chirac a remis la Légion d'honneur à Nicolas. Au téléphone, une vieille tante qui croit que son petit-neveu s'est encore disputé avec le président. Tu n'as pas à t'inquiéter, c'est merveilleux, c'est une très belle chose. Je vais te rappeler, pour te donner tous les détails et te rappeler ce que je t'ai dit, parce qu'en ce moment, j'ai 2 journalistes à la maison, donc je suis occupée. Hein. Au revoir. Album souvenir du petit Nicolas, le deuxième de ses 3 fils. Nicolas était très drôle, très gai, très bon frère, s'entendant bien avec ses frères et s'entendant particulièrement bien avec moi. Un peu coléreux au début, puis après ça s'est estompé. C'est toujours difficile d'être le frère du milieu. Né en 1955 à Paris, Nicolas Sarkozy a pour mère André Mala, la fille d'un médecin juif originaire de Salonique, en Grèce. Ma mère a beaucoup travaillé, c'est elle qui m'a inculqué des valeurs qui sont celles que j'ai toujours eues. C'est que tu n'as que ce que tu mérites et il faut tout construire. Mon père est parti assez rapidement puisque moi j'avais 3 ans. Ce père, qui est parti quand Nicolas avait 3 ans, c'est Pál. Il vient d'une famille d'aristocrates hongrois. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée rouge arrive aux portes de la Hongrie hitlérienne, la famille de Pál s'enfuit en Autriche. En 1948, il parvient finalement en France, où il rencontre André. En 1960, André et Pál se séparent, les enfants se retrouvent loin de leur père, une absence que Nicolas Sarkozy peine encore aujourd'hui à évoquer. Moi, je ne sais pas s'il m'a manqué. C'est un fait, c'est comme ça arrive à des tas de familles. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, je parle des années 60, une femme seule, divorcée, c'était beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui. Par exemple, on ne l'invitait pas, on l'invitait moins. Parce qu'une femme seule, dans un dîner, c'était gênant. Au fond de lui, il a plein de comptes à régler. Avec des gens qui l'ont méprisé, avec des gens qui n'ont pas cru en lui, ou pas cru en sa mère, ou en son père. Étudiant en droit, Nicolas Sarkozy trouve des petits boulots, un épisode que ses amis politiques adorent mettre en avant. Tous les membres de Neuilly vont pas bosser chez le fleuriste le week-end ou chez le glacier pour se payer leurs études. Aujourd'hui, ce mythe de Nicolas travaillant pour payer ses études fait un peu sourire sa maman. Il vivait dans un hôtel particulier dans le 17e avec un grand-père chirurgien et une mère avocat. C'était tout de même pas l'horreur.
Dans le col plus chic de Paris, c'était pas vraiment le drame, hein, faut pas exagérer. L'été, Nicolas passe ses vacances en Gironde. Goût pour la séduction, besoin de revanche, il commence à se passionner pour la politique. Peur du communisme, milieu aisé, il s'engage dans les rangs des jeunes gaullistes. En 1975, il fait sa première télé et manifestement, il rêve déjà d'établir avec les Français un contact très direct. Oui, ce que tu dis est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, la moitié des chômeurs sont des jeunes, près de 500 000. Et pour eux, le problème du choix du métier, de l'entreprise où on va aller, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de travail et cela, c'est intolérable. Mais est-ce qu'il y a alors... Dans la foulée, le jeune Sarko participe à un meeting gaulliste dans le sud de la France. Il va se faire remarquer par Jacques Chirac. À Nice, au congrès de l'UDR, où il a vu Nicolas pour la première fois, où Nicolas, au lieu de prendre la parole pendant 2 minutes, a parlé pendant 20 minutes et a enthousiasmé toute la salle. Ça l'a marqué. Il était Premier ministre, il a été convoqué chez le Premier ministre le lendemain. On n'en voit pas non plus des masses, des mômes de 18 ans qui vous épatent. Donc il l'a fait venir. Ce soir, nous avons avec nous Nicolas Sarkozy, qui est étudiant, il a 23 ans. Pendant les législatives de 1978 à la télé, Sarkozy va sauver la mise à un de ses profs de fac, déstabilisé par la question d'un journaliste. Et quand vous présentez l'alternance comme ça, est-ce que ça n'est pas oui à l'alternance à condition que ça ne change pas? L'alternance est une procédure démocratique et qui doit être... Et on peut être pour l'alternance et expliquer aux Françaises qui votent. Nicolas Sarkozy prend la parole, il ne va plus la lâcher pendant 4 minutes. Son prof ne peut plus en placer une. Ici, ce soir, nous sommes là pour rétablir la vérité. En 1981, il devient la star des jeunes chiraciens. Quand TF1 débarque, c'est lui qui se retrouve devant la caméra. Qu'attendez-vous de Jacques Chirac? Écoutez, les jeunes attendent que Jacques Chirac soit le président de la République dont la France a besoin. Nicolas Sarkozy séduit, il a l'énergie de ceux qui n'ont pas eu l'assurance qu'une place leur serait réservée. C'est vrai que parfois je bousculais un peu les portes alors qu'elles étaient ouvertes. C'est pas nécessaire. Mais bon, j'ai toujours eu ce sentiment qu'il fallait que je prouve, peut-être plus que les autres, parce que j'ai eu le sentiment que rien ne m'était donné. Et d'ailleurs, si vous regardez ma vie politique, j'ai toujours dû me battre plus que les autres. On m'a rien donné. Pour être maire de Neuilly, il a fallu battre Charles Pasqua. C'est pas rien à l'époque. En avril 1983, Achille Peretti, le maire de Neuilly, décède brutalement. Le conseil municipal doit élire un remplaçant. Pour conserver la ville, les gaullistes ont pensé à Charles Pasqua. À la manœuvre, Sarko et son copain Balkany. Charles Pasqua à la clinique allait se faire opérer le lendemain. On a rhabillé Pasqua, on l'a ramené chez lui. Charles a demandé à Nicolas de faire le tour un peu des conseillers municipaux pour voir quelle était la tendance. Très vite, le conseil municipal fait comprendre à Sarkozy que Pasqua, ancien représentant d'une grande marque de pastis, ne correspond pas vraiment à l'image qu'ils veulent donner de leur ville. Nicolas Sarkozy veut tenter sa chance, mais la direction du RPR ne lui fait pas confiance. Tout le monde lui a dit, Chirac, Ponce, tout ça, lui ont dit, pas question, c'est Charles qui doit y aller, etc. N'écoutant que sa bonne étoile, Sarkozy passe outre et à 28 ans, il est élu maire de Neuilly. Doublé par un jeune qui pourrait être son fils, Pasqua, on l'imagine, est ravi. Résumé de l'épisode, façon André Santini. Ils ont été lui dire, faut que vous veniez, on vous attend, tout est prêt. Puis il est arrivé se faire baiser. Ça, il a jamais aimé. Hein. Ah, il en a voulu quelque temps, je crois. Hein. Pour la première fois, Nicolas Sarkozy a tué symboliquement l'un de ses pairs en politique. 10 ans plus tard, devenu ministre du gouvernement Balladur, il va récidiver. Son mentor, Jacques Chirac, dégringolant dans les sondages, il le lâche pour Édouard Balladur, qui, lui, caracole à près de 70% d'opinion favorable. Pendant quelques mois, tout le gratin de la droite croit en Balladur, mais juste avant la présidentielle, Chirac rattrape son retard. À l'époque, Sarkozy préfère continuer à y croire. Le soir du premier tour, il espère encore qu'Édouard Balladur peut gagner, mais sur le plateau de France 2, le patron d'un institut de sondage donne Chirac devant. Nicolas Sarkozy est blême, il va s'en prendre aux sondeurs du service public. Deuxième conclusion.
sur une chaîne concurrente de la vôtre, TF1, à 20h. La différence entre Jacques Chirac et Édouard Balladur est de 0,2 points. Et je dis, vous comprendrez que dans ce cas-là, je sois extrêmement prudent sur mes commentaires. Sous prétexte que l'Institut de Pierre Giacometti a fait des sondages pour Chirac, Sarkozy va tenter de le discréditer. Je n'ai jamais pris à partie M. Giacometti BVA. Il confirme ce que nous sommes un certain nombre à savoir, c'est qu'il est difficile d'être un expert indépendant et travailler pour un candidat. France Télévisions est heureuse de le découvrir. C'est une accusation assez grave. Non, c'est pas une accusation, c'est un fait. Quelques minutes après cette attaque, il se confirme que Chirac devance bien Balladur. Dans les jours qui suivent, Nicolas Sarkozy reçoit à la mairie de Neuilly 2 journalistes du Monde, accompagnés d'un caméraman qui les suit le temps de la campagne. Malgré la défaite de Balladur au premier tour, Sarkozy va tenter de faire bonne figure. J'ai trouvé que la défaite a été harmonieuse. Et je pense qu'on est en train de réussir un coup intéressant. Je ne sais pas si on va le gagner. Mais on a authentifié, en bluffant à mort, une idée. C'est que le signe tangible de l'union de la majorité, c'est la présence de 3 personnes. Ne crois pas que je suis devenu fou, je me mets au niveau de Balladur ou pas, mais c'est comme ça. Sarkozy, Léotard, pardon, Balladur, Léotard, Sarkozy. Mais 2 jours plus tard, lors d'un grand meeting en région parisienne, Nicolas Sarkozy est hué par les militants. Chirac, lui, est plébiscité. Il va bientôt être élu président de la République. Chirac, en train de saluer... Pour Nicolas Sarkozy, c'est le début d'une traversée du désert qui va durer 7 ans. Quelques mois plus tard, il recroise le sondeur Pierre Giacometti. Il a dit vraiment, il ne faut pas faire attention à ça, c'est de la politique et c'est évidemment pas des accusations sérieuses. Il s'en est tranquillement excusé. Je lui ai dit, écoutez, si un jour je peux vous éclairer sur la situation de l'opinion en France, à un moment où il était au fond du trou, si vous avez besoin de tuyaux, de savoir un peu où on en est, etc., moi je suis vraiment à disposition. Donc il l'a très bien pris, il a trouvé ça très bien. Cette main tendue, Nicolas Sarkozy va s'en saisir pour tenter de mieux comprendre l'opinion, pour mieux l'amadouer. Sarkozy est sûrement l'un de ceux qui a le plus intégré le fait que c'était une donnée totalement incontournable. Début 2001, Nicolas Sarkozy publie un livre, pose dans les journaux avec sa nouvelle épouse, Cécilia, et fait son grand retour dans les médias. Au printemps 2002, après la réélection de Jacques Chirac, il est nommé au ministère de l'Intérieur, où il débarque avec Cécilia. Il ne va pas tarder à devenir le meilleur atout du gouvernement. Amer d'avoir dû renoncer à Matignon, Nicolas Sarkozy fait contre mauvaise fortune bon cœur, d'accord pour l'intérieur, mais pas trop longtemps. Il nous a dit, moi j'avais depuis 2-3 fois dans ma vie, comme il tutoie tout le monde, il tutoie. Mais de toute façon, moi, dans 2 ans, je me tire. Hein. Je me barre dans 2 ans. Il l'a pas dit qu'à moi, il l'a dit à plein de gens. Mais ça voulait dire quoi, ça? Mais ça veut dire qu'il avait très bien compris qu'à l'intérieur, il fallait pas s'enliser. Et le ministre ne va pas s'enliser. Très vite, il réunit 2000 commissaires de police à Paris et annonce le retour du tout répressif. La peur doit maintenant changer de camp. C'est aux délinquants de craindre les forces de l'ordre et pas à celles-ci de redouter de pénétrer dans certains quartiers. Au fil des mois, Nicolas Sarkozy va remporter d'incontestables succès. Police et gendarmerie sont placés sous une autorité unique et mieux répartie sur le territoire. La sécurité routière devient enfin une priorité nationale. Yvan Colonna, l'homme soupçonné d'avoir assassiné le préfet Erignac, finit par être arrêté. La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin du préfet. Pendant quelques mois, Nicolas Sarkozy est omniprésent dans les journaux télévisés. Pour ses amis politiques, il a eu raison de communiquer comme il l'a fait. Il faut faire de la mousse en politique. Si vous ne faites pas de mousse, on ne vous écoute pas, vous ne passez pas. D'accord, parce que lui, il fait beaucoup de mousse, parce qu'on voit beaucoup dans le 20h. Il fait de la mousse délibérée. Il applique l'image subliminale, vous voyez. C'est quoi ça? Il faut que tous les jours, il y ait une carte postale qui parte. Il faut que tous les jours, il soit là. Et Nicolas Sarkozy va être là presque tous les jours.
En décembre 2002, alors qu'il est devenu très populaire à droite, il connaît sa première apothéose médiatique lors d'un duel télévisé avec Jean-Marie Le Pen. C'est que je n'aime pas l'idée du droit du sang. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, le droit du sang? Vous savez bien ce qu'ils en ont fait, un certain nombre. C'est la pureté. On ne devient français que par le sang. Qu'est-ce que ça veut dire, la pureté du sang? Mon père était étranger, ma mère était française. Est-ce que je serais français? Admettez que si je n'étais pas, ça serait dommage. Ce soir-là, sur France 2, Sarkozy fait un tabac. Près de 6 millions de téléspectateurs. Suite à l'émission, il prend l'habitude de faire commander par son ministère des études confidentielles pour savoir comment le public perçoit ses discours. En marketing, on appelle cela des post-tests. Témoignage de Pierre Giacometti, l'homme que Sarkozy avait conspué en 1995. 10 ans après, il est devenu son principal consultant en opinion. Il lui arrive, auprès des différents instituts, de réaliser des enquêtes qui permettent de mesurer le souvenir et la mémoire laissés de telle ou telle intervention télévisée importante. Cette technique, empruntée à l'industrie du marketing, tente de définir les goûts du consommateur pour vendre au mieux ses produits. La méthode est de plus en plus utilisée en politique, notamment par Nicolas Sarkozy. Ça ne plaît pas pour la religion. Si vous me permettez, pour moi, ce qui est très... Oui, j'essaye de travailler professionnellement. Vous êtes à l'écoute des gens, quoi. J'essaye. Oui, j'essaye. Je ne demande jamais un sondage. Sondage beau miroir, qu'est-ce que je dois dire? Jamais. En revanche, j'essaye de regarder, après une émission, qu'est-ce que les gens ont compris, ont entendu de ce que j'ai dit. Vous, quand vous faites la grille de Canal+, vous faites des tests. Vous avez des mesures d'audience? Non, pas moi. Non, moi je fais un sujet parce que je juge qu'il doit être fait. Mais je sonde pas le public. Pardon, vous songez, vous sonderez, vous ou votre chaîne, l'indice de satisfaction des téléspectateurs sur l'émission et sur le travail que vous avez fait. D'ailleurs, vous n'êtes pas quelqu'un de nombriliste. Ça vous intéresse de savoir si le reportage que vous avez fait a passionner le téléspectateur ou au contraire, si ça lui est passé au-dessus. Oui, mais vous voyez... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est un bon exemple parce qu'en télé, souvent l'inverse est fait. C'est-à-dire qu'on identifie d'abord les goûts du public. Mais ça n'a jamais marché. Et ensuite, on lui donne ce qu'on croit qu'il a envie qu'on lui donne. Et ça n'a jamais marché. Mais ça, est-ce que vous pensez qu'en politique, c'est juste de faire jamais. Ça? Non. Jamais. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. Parce que les aspirations des Français sont contradictoires, bien souvent. Il y a deux interventions télévisées qui, de mon point de vue, ont été assez fondatrices dans la construction de la popularité de Sarkozy 2002-2005. C'est les deux émissions de France 2, 100 minutes pour convaincre. Les gens ont l'impression qu'il règle les problèmes de manière assez concrète dans une logique politique qui est assez consumériste. J'ai un problème, Sarkozy le résout. Ou j'ai une inquiétude, Sarkozy apporte une solution. Nicolas Sarkozy donne donc l'impression d'apporter des solutions aux problèmes. Mais les règle-t-il vraiment? Prenons le centre de réfugiés de Sangatte, par exemple. En le faisant raser, le ministre a pris une mesure symbolique, mais il reste toujours des centaines de clandestins dans la région. En annonçant un charter de sans-papiers par semaine en juillet 2003, il a marqué l'opinion, mais ce qu'on sait moins, c'est que cette politique des charters s'est arrêtée au bout de quelques semaines, car paradoxalement, l'administration avait du mal à remplir les avions. Autre exemple, l'insécurité, un thème très présent dans les médias. Privilégiant la répression, le ministre va demander à ses troupes de faire du chiffre. Je vous soutiendrai de toutes mes forces, parce que votre tâche n'a sans doute jamais été aussi difficile. Encouragés par les discours musclés du ministre, certains policiers vont avoir un peu tendance à se croire tout permis. Témoignage d'Omar Baha, un jeune comédien français. Un soir de décembre 2002, il regarde le ministre de l'Intérieur à la télévision. Avec une stratégie. S'il y a une bavure, je vous garantis qu'elle sera sanctionnée avec une très grande sévérité. Quelques jours après cette promesse du ministre, Omar Baha tombe sur des policiers en train de matraquer un homme à terre près de la gare de l'Est, à Paris. Quand il leur parle des engagements de Nicolas Sarkozy à la télé, des policiers lui assènent un violent coup d'extincteur au visage et il se retrouve en garde à vue pendant 48 heures avec le nez cassé. Quand il veut porter plainte, Omar Baha se fait éconduire par l'IGS, la police des polices. Grâce à un avocat, il parvient finalement à saisir la justice. Quand l'affaire sort dans la presse, Nicolas Sarkozy suspend les deux policiers mis en cause. Dans ce contexte tendu, Omar Baha reçoit à son domicile d'inquiétantes menaces téléphoniques.
Et des coups de fil comme ça, Omar Bah en a reçu une douzaine. Je me souviens, dans un métro, une personne de couleur... Omar Bah. Oui, enfin, qui s'est fait casser le nez. Ouais. Bon. Lors d'une interpellation. Je me souviens très bien de ma réaction. Le rapport qui m'avait été donné disait que tout s'était bien passé. Et j'ai dit au responsable, mais pourquoi on se casse le nez comment? Il s'est cassé le nez tout seul, ce monsieur? Et c'est moi-même qui est suspendu. Suspendu, parce que moi, en tant que ministre, j'y étais pas, mais suspendu, en attendant qu'il y ait une preuve qui soit apportée. J'avais été choqué de cette affaire. Il y en avait une autre. On l'a vu, Omar Bah, en fait, si vous voulez, oui. dernièrement. Donc, si vous voulez, lui, il est choqué parce qu'il dit, moi, justice m'a toujours pas été rendue, les policiers ont toujours pas été jugés. Vous les avez suspendus, mais réintégrés au bout de 2 mois. Ah ben, suspendu, je peux... Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas ministre de la Justice et je ne l'étais pas. Et la justice, elle est dans la main des juges. On peut quand même pas dire, franchement, qu'en France, il n'y a pas de justice. Mais dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur n'a pas toujours été très clair. Interpellé quelques mois après la bavure par Philippe Douste-Blazy, alors patron de l'UMP, il lui affirme dans une lettre qu'Omar Bah est poursuivi par la police pour incitation à l'émeute. En réalité, cette infraction n'existe pas en droit français. Du coup, la justice a dû annuler toute la procédure 3 mois auparavant, ce que le ministère de l'Intérieur ne pouvait ignorer. Autre déni de l'affaire Bah, en novembre 2003, à la télévision. J'ajoute que depuis 19 mois, il n'y a pas eu une seule bavure. Aucune bavure. Aucune bavure. Mais je suis doublement frappé, humilié, quand j'entends le ministre de l'Intérieur de l'époque dire ça. Pourtant, il la connaît, mon histoire. Au printemps 2005, l'affaire d'Omar Bah n'avait toujours pas été jugée. Sous Nicolas Sarkozy, les plaintes pour bavure policière ont augmenté de plus de 40% en 2 ans. Il y a encore 18% d'augmentation des plaintes en 2004. On a le sentiment là qu'il y a une montée de violence entre la police et les citoyens. Et on se dit, est-ce que si c'était à refaire, vous auriez peut-être pas un discours un peu moins... Vous les avez encouragés, bon, les policiers. La question c'est, est-ce qu'en remobilisant la police, j'augmente le nombre des bavures? Eh bien moi je pense que non. Je pense qu'au contraire, c'est une police démobilisée, non hiérarchisée, non animée, où il y a plus de risques de bavure qu'une police soutenue et qui, parce qu'elle est soutenue, sait que je n'accepterai rien. Cette fermeté, Éric Blondin, patron d'un petit syndicat policier très attaché à la déontologie, n'en a pas constaté les effets sur le terrain. Quand Sarkozy était à l'intérieur, il avait encore plus de mal à raisonner certains de ses collègues. Un jour, un gradé l'a même agressé physiquement pour avoir osé évoquer les bavures dans la presse et personne ne l'a sanctionné. Après 23 ans de service, il estime que l'IGS, la police des polices, n'est pas en mesure de faire son travail. Le problème, c'est l'opacité, c'est-à-dire qu'ils sont aux ordres du ministre de l'Intérieur, ils enquêtent sur des policiers qui sont aux ordres du ministre de l'Intérieur, tout le monde, c'est en vase clos, c'est obligatoirement, même humainement parlant, on ne peut pas laisser ces gens... on ne peut pas laisser un père juger son fils. Mais le combat déterminant de Nicolas Sarkozy, ce fut la baisse des statistiques de la délinquance. Dès les premières semaines, il met une grosse pression sur les forces de l'ordre. Il faut multiplier les arrestations et que cela se voit. À force d'exiger de bonnes statistiques, le ministre finit par les obtenir. Depuis, il triomphe dans les médias. Elle a reculé, la délinquance, en 2002, en 2003 et en 2004. Alors, peut-être que j'y suis pour rien. Mais alors, dans ce cas-là, il faut toucher ma bosse dans le dos. Parce que dans ce cas-là, c'est de la chance. Et vous savez, la baraka, ça fait partie de la bonne gestion. Mais pour les opposants politiques de l'ancien ministre de l'Intérieur, la pression qu'il a mise sur les préfets a pu fausser la donne. Il est convoqué en disant ça va pas. Donc le préfet il repartait chez lui, il appelait son directeur de la police en disant écoutez, le mois prochain, essayez d'avoir des bons chiffres, quoi. Début 2003, Sarkozy va mettre lui-même la pression sur les policiers de Toulouse. Nommé sous Lionel Jospin, le patron de la police locale privilégie le contact avec la population, qui est encouragé à porter plainte en cas d'infraction. Nicolas Sarkozy ne veut plus de cette police de proximité. Il va profiter de la présence des caméras pour lui régler son compte. Le travail de prévention que vous faites est très utile. Mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Quand je regarde les chiffres de 2001,
2002, ça me donne mal à la tête, mais en 2001... Vous tensez ce monsieur devant des caméras. Vous avez la conscience que vous le faites, que ça va être médiatisé au moment où vous le faites? Je danse devant des caméras. Je suis ministre de l'Intérieur. Il est tout à fait normal que quand je prends des décisions, celles-ci soient médiatisées. Et j'ai voulu dire que c'est pas parce qu'on est policier. Il y avait plus d'arrêts de travail que partout ailleurs. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Ça travaillait pas. Voilà. Et moi, ma conception de ministre, c'est de faire travailler les gens. Et moi, ma question, c'est est-ce que vous avez, en toute conscience, fait ça devant des caméras pour envoyer un message? Non, c'est pas... Si derrière votre question, est-ce qu'il y a une opération de communication? Oui, parce que le message est passé. Je vous réponds non. Parce que je vais vous dire une chose. Je suis comme je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui dissimule. Pour le prédécesseur de Nicolas Sarkozy à l'intérieur, celui-ci était surtout conscient qu'en encourageant les habitants à porter plainte en cas d'infraction, la police de proximité avait tendance à plomber les statistiques. Il n'aime pas parce qu'il considérait que c'était un frein à obtenir des bons résultats officiels. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça avait tendance, dans un premier temps en tout cas, à faire monter les chiffres, des statistiques. Mais moi je voulais qu'elles soient vraies, les statistiques. Depuis quelques mois, la fameuse baisse de l'insécurité, tant vantée sous Sarkozy, suscite de plus en plus d'interrogations. Pour Alain Bauer, ancien conseiller de Michel Rocard, que Nicolas Sarkozy a nommé à la tête d'un observatoire de la criminalité, on a certes mieux sécurisé les logements et les voitures, mais les agressions physiques contre les personnes, elles, ont été multipliées par 5 en 10 ans. Tout va bien, il ne se passe rien. C'est l'indicateur de la violence qui est l'élément important. Or, cet indicateur-là, sous Sarko ou sous qui que ce soit d'autre, a continué imperturbablement à monter de 1994 à cette année. Pour André Santini, tout cela est bien compliqué. L'essentiel, c'est que les Français aient eu l'impression d'être plus en sécurité. Quand vous voulez, par exemple, lutter contre le bruit sur une route, il n'y a rien de mieux qu'un mur en béton. C'est atroce, c'est affreux. Eh bien, quand vous mettez 2 rangées d'arbres, ça ne sert à rien. Vous prenez l'appareil, vous regardez, ça n'arrête rien. Mais les gens ont l'impression que ça calme beaucoup les nuisances phoniques. L'insécurité, c'est pareil. L'important, c'est que ce problème de l'insécurité n'est plus la préoccupation essentielle. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que ça va mieux. Oui. L'impression. Mais c'est toujours l'impression en matière de sécurité. Il fallait dire je m'en occupe, je montre du bleu partout. Et il y avait du bleu partout. Et donc les Français n'attendaient pas de sa part des résultats. Ils attendaient que pour la première fois, quelqu'un leur dise je m'en occupe de ce truc-là. Il l'a fait. Et à force de montrer du bleu partout, Nicolas Sarkozy va séduire l'extrême droite. En mai 2004, une étude affirme même qu'il est très populaire dans l'électorat du Front National. À gauche, en revanche, il inquiète. Certains dénoncent la pression qu'il fait subir aux prostituées, d'autres le caricaturent avec un flashball. Sarkozy flaire le danger. Dans la tactique politique de Sarkozy, il y a toujours cette idée de travailler sur l'ensemble des segments, des cibles, et de ne jamais laisser penser qu'il serait définitivement orienté et étiqueté de droite. Et donc il va essayer de chercher un certain nombre de terrains, y compris de terrains sur lesquels il peut avoir un certain nombre de convictions, où il va essayer de corriger le tir. Par exemple, la double peine ? La double peine. La double peine, une réglementation particulièrement cruelle qui veut qu'après une peine de prison, certains délinquants de nationalité étrangère soient expulsés vers un pays d'origine dont ils ne parlent souvent même pas la langue. Interpellé sur la question en mars 2003 par des personnalités comme le réalisateur Bertrand Tavernier, Nicolas Sarkozy accepte une réforme, mais il prévient qu'il aura du mal à convaincre son camp. Moi, je vais me retrouver au Parlement. Je voudrais rappeler quand même ça. Je vais avoir à convaincre une majorité. En juillet 2003, dans le cadre d'une loi très sévère sur l'immigration, le ministre de l'Intérieur parvient à faire voter par l'ensemble de la classe politique une réforme symbolique de la double peine, réforme que la gauche n'avait pas osé entreprendre. Sans doute, nous aurions dû avancer sur la double peine. Sarkozy, il l'a fait, il a bien fait de le faire. Cher Jean-Pierre, c'est ce qui m'a conduit à te proposer d'abolir la double peine. Elle était injuste et les socialistes n'avaient pas osé la réformer parce qu'ils avaient peur du peuple.
Il fallait la supprimer. Je l'ai supprimée. J'étais pour la double peine et je l'ai supprimée. Bon, parce que j'ai réfléchi. Voilà. Et pourtant, sur le terrain, la double peine n'a toujours pas été supprimée. Ça ira en Algérie, vous serez en sécurité? Pour beaucoup d'avocats spécialisés, les termes de la loi sont si contraignants qu'elle est quasiment inapplicable. On va leur parler? La loi est tellement compliquée, demande tellement de choses aux doubles peines, de preuves, etc. Elle est tellement compliquée qu'elle est quasi inapplicable. Actuellement, elle est appliquée, on estime pour la double peine administrative à peu près 500 personnes sur plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers. Et sur la double peine judiciaire, on n'a pas de chiffres, mais les échos qu'on a des différents tribunaux, c'est pas bon du tout, du tout. Donc c'est inapplicable en réalité. Exemple, l'histoire de Bouddha, un jeune rappeur de Seine-Saint-Denis. Dans les années 90, il est condamné dans une affaire de drogue, envoyé en prison, puis expulsé vers la Tunisie, un pays d'origine qu'il ne connaît quasiment pas. En 2003, alors qu'il est toujours victime de la double peine, un réalisateur de cinéma demande à Nicolas Sarkozy de régulariser sa situation. Dans sa réponse, le ministre promet que sa loi devrait permettre de résoudre le cas de Bouddha. Cette lettre, elle est datée de 4 juin 2003. On est aujourd'hui en novembre 2004, donc plus d'un an et demi après, et Bouddha n'est toujours pas régularisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, la question que je pose, c'est aujourd'hui, si on fait des lois, est-ce que c'est pour être appliqué ou c'est pour faire du cinéma? Moi, j'appelle ça la politique paillette. La classe politique unanime a voté ça. Le seul député qui est venu vérifier, c'est Monsieur Pinte. Le seul député. Et les autres qui ont voté, ils viennent pas voir si cette loi est appliquée? Nous sommes législateurs. Nous avons voté une loi et elle n'est pas appliquée. C'est très frustrant. Je dirais, à la limite, dans certains cas, c'est scandaleux. Il y a des jours, pas seulement avec Bouddha, mais avec beaucoup d'autres, j'ai honte. Vous vous souvenez de Bouddha? Un jeune, Jean-Pierre Thorne, réalisateur, avait fait un film sur lui, il était en difficulté, etc. Vous aviez envoyé une lettre il y a 2 ans en disant « Ma loi permettra peut-être de régler votre cas ». Bon, je crois que son cas est toujours pas réglé. Bon, vous voulez que j'intervienne? Non, on nous dit sur les 40 000 personnes concernées, mais 500 vous cas arrêtez à mort que je sois plus ministre de l'Intérieur. Bah, on nous dit 40 000 personnes concernées, 500 cas réglés. Écoutez... C'est Villepin qui n'a pas le service après-vente? Non, ça serait trop facile. Mais écoutez, je ne suis plus ministre de l'Intérieur. Les conditions posées dans la loi étaient tellement restrictives qu'en fait, c'est pareil peu de cas. C'est pas vrai. D'ailleurs, si ma loi n'était pas si bonne, pourquoi aurait-elle été votée à l'unanimité? Communistes compris, franchement. Alors vous savez ce proverbe, hein, quand je me scrute, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Franchement, il y avait certainement matière à faire mieux, mais enfin, il fallait pas se gêner. Mais je crois avoir fait sauter un verrou psychologique autour de cette double peine. Mais entre faire sauter un verrou psychologique et supprimer vraiment la double peine, il y a encore un peu de chemin à parcourir. 2004, Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'économie. Il se concocte un petit voyage aux États-Unis où il est suivi par une équipe de France 2. Là, d'un coup d'œil, Sarkozy vérifie que notre équipe est bien passée au travers des contrôles du département d'État. Car l'administration américaine ne tenait pas à ce que cette poignée de main soit filmée. Dans une université près de New York, il lance un cri d'amour à l'Amérique. French people like Americans. The dream of French families is to have their young people come to American universities. When we go to the movies, it's in order to see American movies. When we turn on our radios, it's to hear American music. And when our children learn languages, the first language they learn is English. We like the United States. If you were to be elected, hypothetically speaking, president of the republic. Ça, j'ai tout de suite compris. Please repeat your question. Sarko, il est accueilli là-bas parce qu'ils ont senti en lui la fibre de l'homme d'État libéral à l'américaine. French journalist called me Sarkozy the American. Let me tell you one thing. I am proud of it. Ce que Nicolas Sarkozy admire dans le modèle américain, c'est l'économie,
l'énergie et la croissance, mais aussi un droit du travail plus flexible, plus favorable aux chefs d'entreprise. Une économie qui crée plus d'emplois, mais des emplois plus fragiles, plus précaires. Nous avons 2 fois plus de chômeurs que les Anglais, les Américains, les Australiens et quelques autres. Qui ont plus de pauvres en revanche, puisqu'il y a le phénomène des working poor. Honnêtement, d'abord, vous avez raison, c'est pas le paradis non plus. En matière de pauvres, on n'a aucune leçon à donner aux autres. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de dire le modèle social français. Le modèle social français, hélas, il est en panne lorsqu'on voit qu'il y a 1 200 000 érémistes, dont la moitié sont au RMI depuis plus de 2 ans, plus de 3 ans. Il n'y a vraiment pas de quoi donner des leçons aux autres. Vous avez organisé très récemment une convention sociale de l'UMP dans les locaux de l'Assemblée nationale. Et alors, le ministre du Travail, Gérard Larcher, a dit que le code du travail en France était salafiste. Il aurait été beaucoup applaudi. Alors, salafiste, on rappelle que c'est quand même l'islam le plus radical, le plus totalitaire. Est-ce que vous avez applaudi? Ça vous a fait rire? Non. J'ai même été étonné. Mais bon, Gérard Larcher, c'est quelqu'un de bien, qui a parlé comme ça, c'est un propos de discours. Il a voulu dire une chose que je partage, c'est que c'est insupportable dans la société politique française, cette incapacité à parler tranquillement d'un certain nombre de problèmes. Je prends l'exemple du droit du travail. Bon. Prononcer le mot, c'est comme l'immigration, il y a 10 ans, et vous êtes déjà sans cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on n'a pas le droit d'en parler? Disons les choses comme elles sont. Jamais le droit du travail n'a été aussi protecteur du droit des salariés. Et jamais les salariés ne se sont sentis dans un tel état de précarité. Peut-être qu'on doit en parler. De l'Amérique, Sarkozy apprécie aussi la liberté religieuse. Il va s'en inspirer. Conscient que l'islam représente la 2e religion de France, il aide les musulmans à se doter d'une instance représentative. Porte-parole d'un courant fondamentaliste assez critiqué, Fouad Alaoui rend volontiers hommage à son ami Nicolas. Moi, je considère qu'il est extraordinaire. C'est-à-dire, comment il vous parle? De dire que je suis convaincu que l'islam a toute sa place dans la République. Ça rejoint pleinement ce que je pense. C'est-à-dire la religion, elle est importante pour les sociétés. Mettre la religion à côté, à un état de clandestinité, parce que la société elle est laïque, je pense que non. La société peut très bien rester laïque, tout en tirant profit de cette richesse que peuvent apporter les religions. Pour ce militant antiraciste, Sarkozy a surtout compris qu'en 2007, le vote musulman aura du poids. Très bien. Pour être clair, il y a un vivier, un matelas électoral que représente cette population. Et aujourd'hui, de tenir ce discours vis-à-vis de cette population, c'est un chèque en blanc. Cette population, vous l'estimez? Il est très difficile d'avoir un chiffre très précis, mais je pense que entre 6 et 8 millions, on ne serait pas loin de la réalité. Et ce nombre, ce sont aussi des gens qui votent. Et aujourd'hui, ce potentiel, ce matelas, il va pouvoir défaire des maires, des députés et même un prince. Et derrière l'islam, Nicolas Sarkozy n'aurait-il pas aussi tendu la main à la scientologie? Qu'est-ce que vous faites là-haut, hein? Le 30 août 2004, souvenez-vous, il reçoit Tom Cruise en grande pompe à Bercy. Star d'Hollywood, Tom Cruise est aussi l'un des plus célèbres ambassadeurs de l'église de Scientologie. Religion aux États-Unis, ce mouvement, basé sur un concept douteux, la dianétique, est considéré en France comme une secte. Vous êtes sur le seuil d'une aventure à la découverte de vous-même grâce à la dianétique. Le soir de son passage à Bercy, Tom Cruise a les honneurs du 20h de TF1. Vous avez vu cet après-midi Nicolas Sarkozy, c'est à votre demande, c'est à la sienne. Comment s'est passé cet entretien? Disons que moi je trouve que c'est quelqu'un de formidable. J'ai rencontré son épouse également, leur fille. C'est des gens extraordinaires, des gens formidables. Le 20h, des dizaines d'articles dans les journaux pour la porte-parole de la Scientologie qui peut difficilement communiquer en France. Le coup de pub était inespéré. L'impact médiatique que ça a eu, je veux dire, on a fait plus de 100 médias positifs, je dirais, quoi, ce qui est très rare. Ça a été extrêmement positif, quoi. Je pense que Sarkozy l'a fait pour aussi son image, quoi, je suppose. C'est-à-dire recevoir une star internationale, c'est toujours bien, quoi, je veux dire. Je pense que c'est intelligent de sa part aussi, quoi. Non, pour sa carrière politique. Tout le monde y a trouvé son compte.
C'est ça qui est bien, quand tout le monde y trouve son compte, c'est un bon deal, quoi. Hein? Un deal qui a choqué Roger Gonnet. Ancien responsable de la scientologie dans la région de Lyon, il en combat aujourd'hui les dérives qui ont débouché sur des condamnations pour non-assistance à personne en danger ou extorsion de fonds. Dans ses archives, un document de 1969 qui recense les objectifs secrets de la scientologie. Alors, déjà, vous avez ici dépopularisé l'ennemi jusqu'au point de l'effacer totalement. Et puis vous avez des choses telles que la cible 3, prendre le contrôle ou obtenir l'allégeance des personnalités politiques clés. Alors, qui est M. Sarkozy, sinon une personnalité politique clé? Eh bien, c'est ce que fait la Sciento, ou ce qu'a tenté déjà la Sciento, mais même avant Sarkozy, bien entendu. Il n'y a pas qu'avec lui. Il y a eu des sénateurs qui ont failli se faire avoir, il y a différentes personnes. Quand Nicolas Sarkozy était à l'intérieur, le ministère avait déjà cédé à certaines pressions de la scientologie. Exemple. En 2002, la secte lance une campagne de déstabilisation contre Yves Bertrand, le patron des renseignements généraux, considéré comme hostile au mouvement. Du bout des lèvres, le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy au ministère raconte. L'église de Scientologie, à plusieurs reprises, a écrit au ministre pour se plaindre, et au Premier ministre aussi, à ma connaissance, de l'excès de reproches qui lui étaient faits par les pouvoirs publics. Bon, ces prises de position, d'autres également, ont entraîné le gouvernement à recadrer un peu le dispositif en matière de surveillance des sectes afin que celle-ci soit identifiée comme telle dès lors qu'elle présentait un réel danger pour les personnes. Ce qui n'était pas le cas de l'église de Scientologie, par exemple. Ce qui ne semblait pas effectivement patent. Se sentant en terrain favorable, la scientologie va carrément demander la tête de l'un des meilleurs policiers anti-sectes des renseignements généraux, le lieutenant Palisson. Le seul crime de ce fonctionnaire, à qui sa hiérarchie a interdit de nous parler, avoir rédigé une thèse sur la scientologie et l'avoir rendue consultable sur Internet. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est lui? Ah oui, c'est lui le flic qui s'est fait virer. Alors quand même, ça sort en France quand même. Ah bah bien sûr, mais tout n'est pas gagné, je veux dire. Hein. Dans la section secte du ministère des renseignements généraux au ministère de l'Intérieur, on peut voir que les policiers qui est un opposant notoire. Comment voulez-vous que les rapports qui remontent, qui sont renvoyés soient neutres? Pour déstabiliser ce policier qu'elle juge partial, la scientologie va tout tenter. Pour commencer, elle écrit au ministère de l'Éducation nationale pour exiger l'annulation de la thèse du lieutenant Palisson. C'est l'échec. Daniel Gounod tente alors de faire pression sur l'éditeur suisse du policier, mais il résiste également. La scientologie contacte finalement le ministère de l'Intérieur et là, surprise, elle obtient que le policier soit renvoyé de la section secte. Il m'a pas répondu, si vous voulez. Mais je sais que s'était passé quelque chose, donc j'ai apprécié, quoi. Donc ça suffit, pas besoin d'avoir des excuses. Voilà, là, vous vous dites on a été entendu, quoi. Voilà. 2 ans après, alors que l'affaire est sortie dans la presse, le ministère de l'Intérieur continue à assumer d'avoir écarté le policier. Au téléphone, on nous explique qu'il était partisan et que même s'il n'avait commis aucune faute, il était normal de l'écarter suite aux pressions de la scientologie. On nous dit aussi que la police conserve la même vigilance à l'égard de la secte, une affirmation démentie par la scientologie elle-même. Vous auriez dit le mot scientologie dans n'importe quel ministère avant, c'était tout de suite, la porte était fermée, quoi. Alors que maintenant, il y a des contacts, il y a une écoute, on a l'impression d'exister comme des citoyens à part entière, ou presque. Vous êtes pour libéraliser le statut de la scientologie, par exemple, de la sortir de la liste des sectes et en faire... Je n'arrive pas à me faire une idée très précise. Parce que vous avez envoyé une lettre à Daniel Gounod, je crois, pour dire, écoutez, c'est plus notre priorité, on va arrêter de... Écoutez, ma priorité, c'était les violeurs, les voyous, les braqueurs, les terroristes. Ils ont le droit de vivre, l'église de Scientologie. Non, je ne connais pas assez pour ça, mais j'ai clairement voulu réorienter les renseignements généraux vers autre chose que le renseignement syndical, politique... Ou sectaire. Non, les sectes, non mais l'autre fou du monde à Rome, je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça, mais quand c'est un comportement délictuel, à part ça, moi, si les gens vont tous les matins à la messe ou qui font leur prière 5 fois par jour, j'ai rien à y redire. C'est-à-dire, c'est pas ou quelle est leur vie sexuelle ou quelle est leur croyance. Moi, je suis pour une société de liberté, qui ne veut pas dire
une société qui tolère tout. Bon. Mais sur ce cas de ce policier, je vous garantis, c'est pas une décision qui m'est remontée. C'est tout à fait impensable que la République se prive d'un grand spécialiste extrêmement compétent et en plus de ça, qui est aussi proche du droit que peut l'être Palisson. Ça, c'est une évidence que ça ne devrait pas arriver, quoi. Malgré tout, en 3 ans au gouvernement, Nicolas Sarkozy aura réussi à retourner l'opinion en sa faveur et à se construire une stature de présidentiable. C'est notamment dû à son extraordinaire talent de communicant, un talent qui était apparu au grand jour en mai 1993 avec l'affaire de la maternelle de Neuilly. Cette année-là, un certain Éric Schmitt prend en otage une trentaine d'enfants à Neuilly. Muni d'explosifs, il menace de faire sauter la classe. Ministre du budget et maire de la commune, Nicolas Sarkozy se précipite sur place, participe aux négociations et sauve héroïquement des enfants. Décryptage sarcastique du procureur de la République qui était présent sur place. Alors qu'il y a là des policiers pour prendre les enfants, les emmener, etc. Il se fait donner un enfant. Bon, admettons, pourquoi pas, qu'ils mettent la main à la pâte, et puis c'est chaleureux d'avoir un enfant dans les bras. Mais il a le réflexe, qui montre l'animal politique, de faire venir, il n'y avait pas de journaliste, c'était une zone évidemment protégée, il n'y avait pas de journaliste, mais de faire venir le seul homme de communication qu'il y avait dans les lieux, c'était le pompier chargé de la communication du régiment de sapeurs-pompiers qui était là, qui avait, lui, une caméra. Nicolas Sarkozy se met en scène et va tenter d'embobiner le preneur d'otages. Se rendant compte que le ministre bluffe, celui-ci rompt les négociations. Du coup, Charles Pasqua écarte Nicolas Sarkozy de l'opération. Mais dans cette affaire, l'opinion ne retiendra que le courage physique dont a fait preuve le ministre du Budget. En septembre 1993, il fait son entrée au prestigieux baromètre Sofres, Figaro Magazine. Au fil des années, avec Cécilia, sa nouvelle épouse, ils vont faire voler en éclats la frontière vie privée, vie publique. En 2002, pour Envoyé spécial, Cécilia fait du jogging, rend visite aux policiers du RAID, mais c'est aussi une super maman. À l'époque, le couple qu'elle forme avec Nicolas est perçu comme indestructible. Nicolas Sarkozy sait qu'au-delà des aléas du destin, il pourra toujours s'appuyer sur Cécilia et vice-versa. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'hésite plus à mettre en scène les stars de la politique ou du showbiz qui le soutiennent. Simplicité aussi. Good luck, Nico. Comme on dit chez nous, Inch'Allah. Bonne route. Longue route. Bonne chance, mon papa. Bref, Sarkozy et sa famille en ont longtemps fait un peu beaucoup. En 2002, le ministre de l'Intérieur se met en scène dans Paris Match et la photo rappelle un souvenir. Celui de John Kennedy, photographié avec son fils dans son bureau de la Maison-Blanche en 1963. Autre habitude de Nicolas Sarkozy, instaurer des rapports d'amitié avec les journalistes qui le suivent ou les chroniqueurs télé qui comptent. Officiellement, bien sûr, chacun reste à sa place. Ouais, c'est très compliqué, les rapports entre les journalistes politiques et les hommes politiques. Il y a des rapports de confiance qui doivent s'installer, mais je ne crois pas au copinage. Et pourtant, quel talent pour séduire les journalistes. Mais monsieur Leclerc, qu'est-ce que vous feriez vous-même? Imaginez que vous avez une dette, ce que je ne peux pas croire, et que votre employeur vous augmente. Encore plus invraisemblable. Je le confirme. Enfin, je m'autorise ça parce que, bon, j'ai beaucoup de sympathie. Enfin, chacun l'aura compris. Et quand des confrères du Monde veulent conserver leur distance, c'est pas toujours facile. Oui. Bon, vous avez directement vécu les hauts, les bas. Est-ce que tu veux que je te vous vois. Alors bon, alors oui, et si tu tutoies, mais enfin c'est très compliqué. Ah bon, elle déteste. Difficilement ah bon, c'est-à-dire que tu m'as forcé à se tutoyer. Ah bon, ben non, si vous voulez que je vous voie, moi je vous vois difficilement. Merci, hein. C'est nous. Merci beaucoup et bon voyage. Mais le meilleur atout de Nicolas Sarkozy, c'est peut-être les liens d'amitié qu'il a su établir au fil des années avec Martin Bouygues, patron du premier groupe de BTP français et propriétaire de TF1.
Martin Bouygues est un de mes meilleurs amis, je l'aime énormément. Nous nous connaissons depuis le début des années 80. C'est le père de Martin qui nous a présentés. Il est même le parrain de mon fils. Et j'ai été son avocat lors du raid des Bolloré contre lui. Une amitié quasi familiale avec le propriétaire de TF1, dont il fut l'avocat. Des relations privilégiées avec les journalistes qui comptent. En 20 ans, Nicolas Sarkozy a su tisser de solides réseaux d'influence. Pour certains, il est même devenu un peu trop puissant. À la fin de notre enquête, nous rencontrons 2 citoyens à qui Nicolas Sarkozy fait peur. Le premier est propriétaire d'un petit immeuble en région parisienne. Il a eu affaire au cabinet d'avocats de Nicolas Sarkozy. Le second, chef d'entreprise, a eu à en découdre avec Sarkozy, président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Commençons par Antonio Sileros, le petit propriétaire de Levallois. Depuis des années, la commune, dirigée par Patrick Balkany, tente de l'exproprier pour récupérer son petit immeuble. Balkany explique qu'il veut y construire des logements sociaux. Pour le déloger, il a fait appel au cabinet d'avocats qui défend traditionnellement la mairie, celui d'Arnaud Claude et de Nicolas Sarkozy. Pour une parcelle de 465 mètres carrés constructible aux portes de Paris avec un immeuble de 2 étages et un grand terrain, le cabinet Arnaud Claude Nicolas Sarkozy n'a proposé à Antonio Sileros que 279 000 €, à peine le prix d'un petit appartement à Levallois. Ces dernières années, le terrain a pourtant été évalué par des experts à plus d'1 million d'euros. Pour cet agent immobilier, c'est même 1,3 million, 4 fois ce qu'on a proposé à M. Sileros. C'est pas normal qu'on achète le bien peut-être en dessous de la valeur, mais qu'on l'achète au bon prix. Et non pas à ras du sol, et puis monsieur avait construit pour plusieurs années, il y a les enfants derrière, c'est un patrimoine. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy n'est évidemment pas responsable de la somme que son cabinet a proposée à M. Sileros. Mais en tant qu'actionnaire du cabinet, il perçoit des dividendes quand les affaires marchent bien, et quand il est devenu ministre en 2002, il a décidé de maintenir le cabinet à son nom. C'est cela qui a impressionné Antonio Sileros. Je peux vous dire que pendant 15 jours, voire un mois, j'ai pas dormi. Hein. Ça, c'est vraiment affolant. Hein. J'aurais préféré ne pas les voir, c'est-à-dire contre moi, parce que là, j'ai l'impression d'être confronté à l'État, à toute la France. Hein. Donc, ça me fait peur, quoi. Moi, je ne suis qu'un tout petit. Hein. Mais enfin, si c'est quelqu'un de raisonnable, comme je le pense, il doit être pour la justice, quand même. Bon, est-ce qu'il est ou il n'est pas? Ça, je répète, je n'en sais rien. Mon nom est dessus, mais c'est le nom de la société. D'ailleurs, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est Claude Sarkozy. Hein, c'est ça. Et pourtant, il est bien inscrit Arnaud Claude Nicolas Sarkozy sur les papiers que M. Sileros a reçus. Il a vu votre nom sur le papier qu'il a reçu et il dit « Je le vois aux 20h le soir, j'étais très impressionné, j'avais l'État contre moi. » Il l'a senti comme ça? Non, c'est un monsieur qui sait bien faire, là. Il a senti comme ça. C'est pas moi qui l'avais contre lui. Je me suis jamais plaidé, je me suis jamais occupé, je ne l'ai jamais vu, j'ai rien dit. Il se trouve que je suis propriétaire d'un tiers d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Claude Sarkozy. Excusez-moi, c'est comme ça. Alors, la loi me fait obligation de mettre le nom sur le papier en tête parce que c'est de la même façon que vous avez une étude de notaire qui s'appelle Dupont-Durand. Monsieur Durand peut avoir une autre fonction, c'est pas pour ça que ça change. Certes, la loi permet à Nicolas Sarkozy de mettre son nom sur sa plaque d'avocat, mais elle ne l'y oblige pas. C'est un choix qu'il a fait, et ce choix impressionne régulièrement les adversaires de son cabinet d'avocats. Le deuxième citoyen en conflit avec Nicolas Sarkozy est le chef d'une petite entreprise de technologie de l'information. L'histoire commence en 2003 dans le département des Hauts-de-Seine. À l'époque, ce n'est pas encore Nicolas Sarkozy, mais Charles Pasqua qui préside le Conseil général. Parmi ses projets, développer la vidéosurveillance dans les collèges. La vidéosurveillance, on a fait des essais. On va la généraliser dans tous les collèges. Un appel d'offres est alors lancé. Compétent et pas cher, le petit chef d'entreprise Philippe Schwartz s'apprête à remporter le marché. Il est alors approché courtoisement par un concurrent qui veut être associé à son projet. Petit détail, ce concurrent, Visiowave, a TF1 pour actionnaire majoritaire. Quelques semaines plus tard, c'est la petite entreprise de Philippe Schwartz qui remporte bel et bien le marché. Étrangement, la filiale de TF1 saute de joie,
elle annonce qu'elle va en informer aussitôt Patrick Lelay, le patron de TF1, chaîne du groupe Bouygues. Mais c'est votre victoire, c'est pas celle de Bouygues. Oui, non, c'est notre victoire, mais là, c'est le début d'un grand malentendu. Ça va être extraordinaire. C'est-à-dire parce que derrière cette victoire, Guillaume Warche, qui est le PDG de cette société de Bouygues, VisioWave, vient me voir et me dit vous avez gagné, c'est bien gentil, maintenant on veut être au cœur de la solution. C'est qu'il réinsiste pour être dans le marché. Oui, mais au cœur. C'est-à-dire que c'est en fait toute l'intelligence du système, comme on dit, ça serait lui. Je lui dis, attendez, on a déjà eu des conversations, et puis deux, les choses ont été claires, puisqu'il y a à peu près 30 ou 40 témoins, devant la commission d'appel d'offres, il était clair que votre solution est auxiliaire. Il nous dit, si vous le prenez comme ça, vous réfléchissez, mais vous le prenez comme ça, le marché, vous ne l'aurez pas. Et même si vous l'avez, de toute façon, il sautera. À l'époque associé à Philippe Schwartz, cet homme a été témoin de la réunion. Aujourd'hui, il travaille dans une nouvelle société, mais il confirme les pressions exercées à l'époque par la filiale de TF1. Monsieur Guillaume Warche, donc lui, disait vous êtes trop petit pour avoir ce marché, c'est un marché pour nous qu'il faut nous céder. Donc, et qu'est-ce que je dis à Monsieur Lelay si vous n'êtes pas d'accord, il va pas être content. Enfin, Philippe a dit non, vous avez rien à lui dire, quoi. Nous, ce marché-là, c'est le nôtre. Pour l'instant, ça reste comme ça, quoi. Et donc là, il était un peu fâché, quoi. Et puis il s'est levé et il a dit de toute façon, c'est un marché que vous n'aurez pas. Et voilà. Et puis il est parti comme ça. Il a dit c'est un marché que vous n'aurez pas. De toute manière, vous n'aurez pas ce marché. Installé à 2 pas de la tour TF1 dans les Hauts-de-Seine, le PDG de VisioWave reconnaît par téléphone qu'il a bien proposé ces systèmes à Philippe Schwartz, mais il dément avoir exercé des pressions. De report en rendez-vous raté, il finira par nous poser un lapin le jour prévu pour l'interview. Je travaille pour Canal+, on a un rendez-vous avec Yann Guyon-Var. Il est en rendez-vous dans Paris. En Paris? D'accord. Et il va pas repasser, je pense. En un mois, nous ne serons jamais parvenus à interviewer les dirigeants de VisioWave sur cette affaire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que quelques mois après cette fameuse réunion, Nicolas Sarkozy remplace Charles Pasqua à la tête des Hauts-de-Seine. Et là, il annule le marché attribué à Philippe Schwartz, alors que celui-ci n'a commis aucune faute. S'agit-il d'une coïncidence? Le Conseil général a-t-il accédé à des sollicitations de la filiale de TF1? Rien ne le prouve. Selon Nicolas Sarkozy, il s'agissait d'un changement de politique. J'ai considéré que l'idée de mettre des caméras vidéosurveillance pour surveiller la totalité des collèges du département n'était pas une bonne idée. Pourtant, un an auparavant, voilà ce que Nicolas Sarkozy déclarait à propos de la vidéosurveillance. Je ne vois pas en quoi et qui peut penser que mettre des vidéos à un certain nombre d'endroits, ça soit un élément d'une société dictatoriale. Au cours de notre interview, Nicolas Sarkozy finit par reconnaître que s'il a annulé le marché accordé à Philippe Schwartz, c'est notamment parce que la taille de ces sociétés lui posait problème. Il ne me semblait pas que les entreprises qui avaient remporté le marché avaient une surface suffisante pour assumer un tel marché. Elles avaient pourtant la taille requise, cela avait été vérifié par le Conseil général, mais Nicolas Sarkozy a préféré ne pas en tenir compte. Je pense qu'une société de 3 ou 4 personnes ne peut pas prendre un marché de cette ampleur. Et pourtant, le Conseil général avait choisi. Eh bien, je l'ai annulé. C'est extraordinaire. Il proclame qu'une entreprise comme moi est bien trop petite pour un marché aussi grand. Tout le monde affirme se battre pour la liberté d'entreprendre et l'entreprise, etc., et les petites et moyennes entreprises. Et en fait, les gens de pouvoir, dont Nicolas Sarkozy, ça, par contre, je suis affirmatif, eh bien, favorisent les grandes entreprises. Si Philippe Schwartz ressent aujourd'hui un tel sentiment d'injustice, c'est peut-être parce qu'après avoir annulé son marché pour un réseau de vidéosurveillance, le département a relancé un audit pour un projet comparable. Exactement la même chose que moi. Vidéosurveillance des collèges, objectif déployer un réseau de vidéosurveillance aux abords des collèges avec des... Mais aujourd'hui, le patron des Hauts-de-Seine conteste l'interprétation de Philippe Schwartz. Il n'y aura pas d'équipement vidéo sur les collèges du département des Hauts-de-Seine. Le nouvel audit le prévoit pourtant. Absolument pas. Le lot numéro 10. Absolument pas. Ce lot numéro 10, nous en avons obtenu une copie.
Il prévoit bien de réfléchir à un réseau très haut débit pouvant servir à la surveillance vidéo des collèges. Nous le montrons à Claude Guéant, aujourd'hui conseiller de Nicolas Sarkozy au département des Hauts-de-Seine. Je suis pas au courant. Il faut que je revoie ça. Ça, c'est très curieux. Oui. Réseau très haut débit, surveillance des abords des collèges vidéo. Vous comprenez que lui dise en fait finalement j'avais un projet qui a été choisi par le Conseil général, on me résilie et on relance le même projet. Je ne suis pas au courant de ce qu'il y a. Après cette interview, Nicolas Sarkozy demande au directeur général du département de nous recevoir. Celui-ci nous affirme que la partie vidéosurveillance des collèges du lot numéro 10, qui vient d'être confiée à un bureau d'études, n'a plus aucune valeur. Le lot qui a été attribué est un lot infrastructure technique publique, réseau très haut débit. C'est celui-là. C'est ce lot numéro 10, qui a été à l'exception d'un projet qui n'existe plus, qui est celui de la vidéosurveillance. Et où est-ce que c'est marqué que c'est à l'exception de la vidéosurveillance que ça a été attribué? Tout simplement parce que depuis lors, le schéma directeur informatique a été révisé. Je ne demande pas pourquoi. Attendez, je ne demande pas pourquoi. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans la lettre de commande. J'aimerais bien l'avoir. Je vous la donnerai. Super. Aucune difficulté. D'accord. En dépit de cette promesse, Christophe Mirmand ne nous communiquera jamais cette fameuse lettre de commande et finira par reconnaître par téléphone qu'elle n'existe pas. Quant à Nicolas Sarkozy, il tient à démentir par avance tout favoritisme envers la filiale de TF1. Je vous pose la question, est-ce qu'un marché a été signé avec cette société? Est-ce qu'un marché a été signé? Pas encore. Bon, pourquoi pas encore? Là, ça devient désagréable ce que vous dites. Non, on ne sait pas. Non, mais je vous le dis. En fait, si aucun marché n'a encore été signé au printemps 2005, c'est parce que le nouvel audit lancé par le Conseil général est toujours en cours. Philippe Schwartz, lui, a saisi la justice dans l'espoir d'obtenir l'indemnisation à laquelle il estime avoir droit. Bon, on est terminé. Merci. Je vous garantis que vous m'apprenez cette filiale de TF1. Un fils d'immigré aristocrate qui aimerait bien devenir président, un ministre de l'Intérieur au bilan un peu idéalisé, un avocat d'affaires qui a su devenir l'ami de grands chefs d'entreprise. Nul doute que d'ici à 2007, Nicolas Sarkozy mobilisera tous ses soutiens pour accéder à l'Élysée. Mais les Français se laisseront-ils convaincre par ses talents de communication? À suivre. Vous avez eu relativement, pas facilement, mais vous avez eu accès à pas mal de choses. Il n'y a pas eu trop de demandes de contrôle de sa part. Ils vous ont laissé bosser ou pas? Au départ, ils nous avaient promis que oui. Au départ, en fait, ils nous ont dit oui, il n'y a pas de problème, vous pourrez nous suivre, suivre Nicolas partout. Dans les faits, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et ils verrouillent. Parfois, ils en trouvent une porte, on fait une image, mais la perche du micro, elle n'est pas la bienvenue. Et la vraie coulisse, moi, j'ai rarement vu un homme politique avec lequel on a aussi peu de coulisses. En général, pas dans la bagnole de Jacques Lang, avec Juppé, avec des gens comme ça. On attrape des petits moments de vérité, on attrape des petits moments de réunion, des discussions avec les collaborateurs. Je me souviens très bien de leur connaissance technique du truc. C'est-à-dire, nous, on a cette tradition dans cette émission de filmer le bonjour. C'est-à-dire que le truc bruit de décoffrage, la personne arrive, bonjour monsieur, comment ça va? Il voit que la caméra tourne, il dit oh là là, vous éteignez ces caméras. Ils savent très bien tuer le live, comme on dit dans le métier, quoi. C'est-à-dire ne pas laisser trop d'accidents de tournage, ce qui fait l'intérêt finalement de beaucoup de documentaires politiques. C'est le meilleur qui existe de tous les hommes politiques droite-gauche confondus en termes de com. Il la maîtrise, mais mieux que nous tous, à la limite des gens de l'image. Et puis ce qu'il faut lui reconnaître, ce qui est assez rare dans 90 minutes, c'est qu'un ministre, ou un homme de cette importance, ait accepté de répondre à toutes les questions sans les demander à l'avance. Moi, il y a quand même un truc qui m'a laissé un goût un peu bizarre dans la bouche, c'est qu'on négocie une interview, ils sont d'accord pour 2 heures, on attend l'interview 3 mois, là-dessus, la veille de l'interview, on n'a toujours pas le feu vert pour l'interview, finalement c'est 1 heure, et quand il arrive, il dit c'est combien de temps? Mais on en a pour combien de temps d'interview? 1 heure. Ah non. On a été vachement déstabilisés, on avait 19 questions, on en a rayé certaines, et on a eu du mal à aller quand même parfois un peu au fond des choses, parce qu'on se disait dans un quart d'heure il peut se lever. Moi je sais que ça m'a gêné dans l'interview. Donc quelque part il est assez malin, c'est-à-dire qu'il parle, mais il déstabilise. Il est assez fort. Nous, on apporte une sorte de différence. Et il est bien, ce gars. Je suis désolée, mais...
Seconde enquête de cette émission, un document inédit sur la sécurité dans le métro parisien. Si vous avez déjà pris le métro, vous les avez sûrement rencontrés. Ce sont des hommes en treillis bleus. C'est un service d'élite du métro parisien. Il faut reconnaître on les appelle les ninjas du métro. Les ninjas du métro. Il faut reconnaître que l'insécurité a baissé dans le métro. C'est un service efficace. Oui, c'est des gens qui sont souvent champions de boxe, de karaté, de divers arts martiaux. Et ce que Emmanuel Charlot et Thierry Vincent ont découvert au cours de leur enquête, c'est qu'en fait, ces hommes qui sont pourtant vraiment des gens qui n'ont a priori pas froid aux yeux, certains sont brisés parce qu'ils ont été harcelés dans le cadre de leur travail. C'est tout à fait étonnant de voir ces gens qui sont plutôt des gros bras cassés en deux, quoi. Vous allez voir, oui, ils sont aujourd'hui sous antidépresseurs, car certains ont fait un peu de syndicalisme, d'autres ont dénoncé des actes de racisme assez graves au sein du métro, et ils se sont retrouvés brisés par leur hiérarchie, et ils attaquent la RATP pour harcèlement moral. Voilà, c'est sécurité dans le métro, la descente aux enfers. C'est une enquête qu'ont menée Emmanuel Charlot et Thierry Vincent. La sécurité, c'est la grande fierté du métro parisien. Le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, effectue une visite très médiatique dans les sous-sols du métro. Il est ici en compagnie d'Anne-Marie Idrac, ancienne ministre d'Alain Juppé, aujourd'hui PDG de la RATP, la Régie autonome des transports parisiens. Il y a aussi Alain Kerr, responsable du département sécurité. De passagers, dans les wagons qui parfois sont vides. En matière de lutte contre l'insécurité, les succès bien réels sont mis en avant par la RATP. Ainsi, les agressions contre les conducteurs ont diminué de 40% en 4 ans. Le ministre s'en félicite. Très bien, vous voyez, la sécurité garantie dans le métro. Votre ami peut en témoigner. Voilà, et on s'en occupe, activement. Allez, bon courage. Ils sont 1100 agents de sécurité à assurer la protection des 9 millions de voyageurs qui empruntent chaque jour le métro ou les bus de Paris et banlieue. Ils font partie d'un service d'élite, le GPSR, groupe de protection et de sécurisation des réseaux. La RATP nous a autorisés à suivre l'une de ces équipes pendant quelques heures. Ce jour-là, tout est calme, peu d'interventions, si ce n'est l'assistance à un SDF blessé ou un rappel à l'ordre ferme mais courtois à un passager. Dans ces cas-là, monsieur, vous venez nous voir ou l'agent de station. Parce que ça, c'est passible d'un procès verbal, monsieur. D'accord ? Ok. Mais il y a le revers de la médaille. Aujourd'hui, des agents du GPSR parlent de discrimination syndicale, voire raciale, et de noyautage par l'extrême droite. Et ceux qui contestent ces dérives se disent harcelés. La vie interne du GPSR ressemble parfois à un cauchemar. La RATP use de tous les moyens qui sont possibles pour faire craquer l'agent, pour qu'il se soumette ou qu'il se démette. Ceux qui sont reconnus et qui harcèlent, ils ont de la promotion. Donc on favorise le harcèlement. Si ne pas laisser faire n'importe quoi, ça s'appelle harceler les gens, moi je veux bien. Mais on n'est rien, nous on est petits. Surtout quand on s'appelle Karim. Vous pouvez pas savoir à quel point on est petit. Et il y aurait un cas. Non, mais il y a des dizaines de cas d'agents qui se plaignent de propos racistes, même xénophobes. Moi, je parlerais même de fascisme. Racisme, harcèlement, discrimination, ces dénonciations de certains agents relèvent-elles du fantasme, de la manipulation ou de l'exagération ? Pour le savoir, nous avons passé plusieurs semaines à enquêter sur ce service d'élite qu'est le GPSR, le service de sécurité du métro. C'était le 15 février 2005, une audience en apparence anodine au tribunal d'Évry, en banlieue sud de Paris. Pourtant, c'est un événement sans précédent pour la RATP. Pour la première fois, un agent de maîtrise du GPSR se fait condamner au pénal pour harcèlement moral et agression physique envers l'un de ses subordonnés. L'agent de maîtrise a été condamné à 4 500 € de dommages et intérêts et d'amende. Il conteste les faits et a fait appel, mais il n'a pas souhaité répondre à nos questions. La victime, c'est William Voisin, délégué syndical au GPSR. Il a eu le tort de dénoncer inlassablement l'autoritarisme de la direction. Depuis, il se dit harcelé par son chef et les incidents se multiplient entre l'agent de maîtrise et son employé. Et un jour de novembre 2003, lors de la pause déjeuner, le ton monte vraiment. Alors, monsieur,
Et il a quitté la cuisine, et alors que je me levais pour fermer la porte pour pouvoir manger plus tranquillement avec mon collègue, ce dernier a fait demi-tour, m'a littéralement agressé physiquement en me projetant contre le mur avec l'aide de la porte, occasionnant une blessure à l'épaule. L'histoire peut paraître anecdotique, mais ce n'est pas la seule affaire de harcèlement. Autre plainte, celle de Mohamed Soudani, un ancien footballeur international tunisien qui s'est lancé dans le syndicalisme au GPSR. Ça déplaît à son supérieur, Philippe Charme, qui le prend en grippe. Soudani se dit harcelé et il finit par sombrer dans la dépression. Les dégâts sont là, les dégâts sont énormes. Il y a des morceaux à coller, il y a la santé. Bon ben, à l'époque, j'ai songé à partir. À partir, c'est-à-dire partir. Pour dire clairement les choses. Ah bah oui. Et surprise, Philippe Charme, le harceleur présumé de Mohamed Soudani, nous le retrouvons quelques semaines plus tard au tribunal d'Evry. Il est à nouveau poursuivi pour harcèlement par un autre employé du GPSR qui a souhaité rester anonyme. Un agent qui s'était insurgé contre des bavures commises à l'encontre de voyageurs. Depuis, il affirme que son chef, Philippe Charme, lui mène une vie impossible. Nous avons voulu en savoir plus. Bonjour, monsieur Charme. Bonjour. Bonjour. On aimerait savoir ce qui s'est passé puisque vous êtes accusé de harcèlement par un salarié. On voudrait savoir ce qui s'est passé, à savoir votre version. J'ai rien à vous dire. Vous n'avez rien à vous dire? Non, j'ai rien à vous dire. Vous êtes mal renseigné. La RATP a été condamnée pour harcèlement moral dans l'affaire Soudani. Les faits vous sont imputés, monsieur. Non, monsieur. Non. Mais je parle de l'affaire Soudani. C'est bien vous qui étiez mis en cause dans cette affaire. L'affaire Soudani, oui, une affaire de travail, tout à fait. Oui. Une affaire de harcèlement. Quand on traite quelqu'un d'homosexuel parce qu'il se fait teindre les cheveux en blond, par exemple. Pardon? Quand on traite quelqu'un d'homosexuel parce qu'il se teint les cheveux en blond, qu'en pensez-vous? C'est honteux. Je revenais des vacances et j'avais une teinture. De toute façon, c'est ma vie privée. Et là, c'est M. Charme, il me convoque. Et puis, il me dit textuellement, moi, personnellement, quand je vois une tête comme ça, pour moi, c'est une tête de PD. Cette affaire n'a pas été devant le tribunal, monsieur. Si, c'était la RATP en tant que personne morale, mais non, je crois pas. Non, c'était des faits qui vous sont imputés. Philippe Charme semble avoir la mémoire courte. Car en février 2002, la RATP a bien été condamnée au prud'homme pour les faits de harcèlement qu'il a commis à l'encontre de Mohamed Soudani. Vous êtes mal renseigné. Nous montrons les images du tribunal d'Evry à la victime. Les faits vous sont imputés, monsieur. Non, monsieur. Je parle de l'affaire Soudani, c'est bien vous qui étiez mis en cause dans cette affaire. L'affaire Soudani, Comment vous réagissez quand vous voyez ça? Ah bah, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Et il se rappelle de rien. Il se rappelle pas d'un jugement, il se rappelle pas d'un harcèlement. Donc ça me rend triste. Pendant des mois, Soudani a subi de multiples vexations. Accusations de retard, refus de lui adresser la parole, dénigrement systématique de son travail, il se retrouve mis à l'écart. Ces petites brimades, prises une paraissent anodines, mais leur accumulation finit par les rendre obsédantes. Et la vie privée en prend un coup. On devient agressif. On joue moins avec les enfants. On aide moins sa compagne ou sa femme. On devient... Moi, je me rappelle à l'époque, je voyais sa tête tous les jours. Chez moi, ouais. Il ne me lâchait pas, c'était là, quoi, c'était ça. Et je me posais des questions pour savoir ce que j'ai fait de mal, quoi. En famille, le comportement de Mohamed Soudani change. Il devient colérique et sa compagne finit par le quitter. À la justice, elle fournit un témoignage très clair. Le harcèlement au travail est selon elle responsable de la dégradation de leur vie de famille. Nos enfants restent traumatisés par ces mois d'une vie devenue, suite à un acharnement de sa hiérarchie professionnelle, abominable et angoissante. Après cette rupture, Mohamed Soudani a sombré dans une profonde dépression. Aujourd'hui, il a remonté la pente, mais sa rancune est intacte. Pardonner? Ah non, je mets jamais. Jamais. Est-ce que vous pouvez pardonner à quelqu'un qui vous a volé votre santé?
Est-ce que vous pouvez pardonner à quelqu'un qui vous a détruit votre famille? La RATP a été condamnée dans cette affaire. Mohamed Soudani, qui a tout perdu, a reçu en tout et pour tout 1 500 € à titre de réparation. Philippe Charme a quant à lui été promu cadre, malgré cette condamnation. Nous sommes allés au siège de la RATP pour évoquer cette affaire avec le chef du département sécurité, Alain Kerr. Visiblement, il n'aime pas trop que l'on évoque ce cas particulier. Monsieur Charme ne plaisait pas à certains agents qui ont essayé de faire courir des bruits sur son compte. Ce qu'il y a de sûr aussi, Monsieur Kerr, c'est que la RATP a été condamnée 2 fois pour harcèlement suite aux agissements de Monsieur Charme. Mais écoutez, d'abord, je n'admets pas que vous disiez ici le nom d'une personne. Vous n'êtes absolument pas autorisé à donner son nom. Et vous mettez le secret de l'instruction de l'affaire en péril. Non, vous prenez cette responsabilité. Non, je vous mets en garde. Elle a été jugée 2 fois en appel. Ouais, non, mais là, vous êtes en train de faire un amalgame. Hein. La personne que vous avez indiquée, que vous avez citée, dont je vous conseille de ne pas citer le nom, est une personne de grande qualité qui fait parfaitement son travail, hein, et qui a peut-être eu parfois des écarts de langage, et je crois que c'est pour ça qu'elle a été condamnée. Ça peut arriver à tout le monde. Mohamed Soudani se remet de sa dépression, mais certains cas sont encore plus dramatiques. Karim Abdelhak est un ancien de l'équipe de France de judo. Il est resté 10 ans comme moniteur de sport au GPSR. Il en est aujourd'hui traumatisé. L'humiliation, ouais, c'est 10 ans d'humiliation. Car au GPSR, Karim Abdelhak a le tort d'être un syndicaliste très combatif. Il devient rapidement la tête de turc de ses chefs, et pour le coincer, on lui mène une vie impossible. On vous donne 4 missions différentes, à 4 endroits d'Île-de-France différents. Si vous arrivez une fois en retard, vous mangez. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai cumulé 3 sanctions, 22 minutes de retard sur les 3 sanctions. Karim Abdelhak est sanctionné, mais ça ne suffit pas. Ses supérieurs cherchent d'autres fautes. On demande alors à certains cadres de le charger. À Jean-Jacques Hamel, par exemple. Il était l'un des responsables de l'unité formation, l'un des chefs de Karim Abdelhak. Il m'avait chargé d'une mission sur les 22 moniteurs, il fallait en évincer 3. Et les 3, qui étaient-ils? Eh bien, c'était surtout des délégués syndicaux. On vous a demandé, vous, d'éliminer M. Abdelhak? Alors, oui, M. Abdelhak était la cible favorite de la direction. Nous avons retrouvé un autre cadre qui a lui aussi été chargé de harceler Karim Abdelhak. Il a souhaité rester anonyme. Karim Abdelhak, mon responsable, me demandait de le fliquer, de faire des rapports sur lui pour pouvoir le planter, quoi. Ces 2 cadres ne se sont pas prêtés au jeu, mais Karim Abdelhak n'est pas au bout de ses surprises. Vous savez, dans cette entreprise, on n'a pas hésité à m'accuser de tentative de viol pour me faire partir. Cette accusation très grave a été portée à plusieurs reprises par l'un des chefs de Karim Abdelhak, notamment en présence d'un délégué syndical. Lui, il me dit, vous savez, il est accusé d'attouchement sexuel, harcèlement sexuel. Il n'est pas tellement défendable, hein. J'ai dit, attendez, il a été condamné, M. Abdelhak. Comment vous pouvez insinuer ce genre de choses? Est-ce qu'il y a une plainte de déposer? Il dit non, mais je sais pas. Je dis, alors, attention, monsieur, parce que si vous continuez dans cette voie, c'est de la diffamation. En fait, aucune plainte n'a jamais été déposée. Le viol et le harcèlement sexuel sont complètement bidons. Il s'agit d'un simple échange de mots doux entre Karim Abdelhak et une jeune intérimaire. Comme celui-ci, par exemple. Bien dormi, princesse? Et toi? Très bien, j'ai pensé à toi. Un ancien dirigeant de la RATP reconnaît aujourd'hui que cette affaire a été montée de toutes pièces. Il n'y avait aucun harcèlement sexuel de sa part. Il y avait un petit jeu entre 2 personnes adultes. Ça n'avait rien à voir avec du harcèlement sexuel. Alors bon, il y a des gens qui sont servis de ces faits-là, malheureusement. Mais la calomnie se propage et la vie de Karim Abdelhak s'effondre. Ma famille détruite. Mon père a fait 2 malaises cardiaques suite à cette affaire. Je peux pas leur pardonner. Je peux pas. Vous savez, j'ai bientôt 40 ans. Quand je suis seul, je pleure. Je pleure sur ma vie.
Dépressif, Abdelhak est réformé par la médecine du travail. Il n'a plus le droit de pratiquer son métier. Il vit aujourd'hui avec une pension de moins de 500 € par mois. Je suis désolé, je vais parler d'un cas individuel encore, vous me pardonnerez, mais je ne vais pas citer son nom. Il ne m'intéresse pas les cas individuels. Hein. Ah, vous avez tort, parce que c'est des cas humains qui parfois sont assez dramatiques. Oui, mais j'ai autant de cas. Et il a été réformé pour inaptitude. Il vit actuellement avec 400 € par mois. Est-ce que ça, humainement, ça vous touche? Attendez, la réforme, elle est médicale, je suis désolé. C'est pas moi qui ai décidé de le réformer. Non, c'est pas vous, mais je vous demande si humainement, vous trouvez pas que c'est... Mais vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas, surtout chez les gros bras champions, anciens champions du monde de ceci ou champions d'Europe de ça. C'est très difficile pour eux d'admettre que quand on est professionnellement, on rentre dans le rang, qu'on n'est plus la vedette. Des caprices de star, un peu. Oui. Mais il n'y a pas que l'activité syndicale qui cause des problèmes aux agents de sécurité du métro. La dénonciation du racisme n'est apparemment pas très bien vue non plus par la direction. Christophe Prouvé en a fait les frais. En 97, cet agent du GPSR se retrouve dans une équipe avec un collègue qui ne cache pas ses opinions politiques d'extrême droite. C'était des propos du type les bougnoules, les négros, les combinaisons de plongée, les pneus brûlés, pour parler des gens de couleur. Il venait d'effectuer son service en civil, mais avec une boucle de ceinture du Ku Klux Klan. Ah. Elle était comment précisément, la boucle de ceinture? Alors, type de boucle américaine, donc assez grosse, avec l'homme revêtu du chapeau blanc pointu, de la cagoule blanche pointue, et de l'autre côté, on voyait la croix catholique qui brûlait, donc c'était quand même assez explicite. Mais pour le chef du département sécurité, ce genre de petits détails relève de l'anecdote. Ça me fait sourire, si vous permettez ça, parce que n'importe qui peut se retrouver avec une boucle. Alors quant au fait qu'un agent, puisse appartenir à un parti politique, nous sommes heureusement un État libre. C'est autre chose. Le Ku Klux Klan, c'est un mouvement qui serait interdit en France. C'est un mouvement qui est pro de la haine raciale. Vous connaissez, moi je connais pas la boucle. Je serais pas reconnaître une boucle sur laquelle il y aurait le signe du Ku Klux Klan. Si, quand vous avez la croix qui brûle, le type avec la cagoule, c'est connu. Je sais pas ce qu'il y avait sur cette boucle. Puis il y avait ça. Bon, moi je trouve ça un peu puéril. Ça n'a pas l'air de vous choquer que quelqu'un ait une boucle de ceinture du Ku Klux Klan. C'est ça qui m'étonne. Non, ce qui me choque, c'est qu'on ait reconnu cette boucle du Ku Klux Klan. Vous voyez, c'est ça. Je pense qu'on était vraiment branchés pour chercher quelque chose. Voilà. Moi, je suis persuadé que l'agent qui la portait ne la portait pas parce que c'était la boucle avec, paraît-il, l'insigne du Ku Klux Klan. C'est un truc qui lui avait semblé marrant, il l'a porté, puis c'est tout. Nous avons contacté l'agent en question. A-t-il porté, en toute connaissance de cause, une ceinture à l'effigie du Ku Klux Klan? Sa réponse est alambiquée. Si un jour je dois répondre d'une accusation ou d'une autre, c'est à ma hiérarchie. Mais non, j'ai jamais eu ni en répondre en interne, ni en externe. Donc, Mais vous avez porté un... Non, je n'ai pas porté ce genre d'élément, je ne peux pas me permettre. Mais je n'ai pas été accusé officiellement. Écoutez, moi je m'en tiens à ça. Vous n'avez jamais mis de ceinturon à l'effigie du Ku Klux Klan? Je vais vous laisser, monsieur. Mais voilà, c'est tout. Vous me dites oui ou non. Je vais vous laisser, donc je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Donc je vais être obligé donc de faire un rapport à la hiérarchie. Voilà. Merci. Voilà. Au revoir. Apparemment, cet agent possède bien une ceinture à l'effigie du Ku Klux Klan. C'est ce que déclare une femme, une amie qui l'a aidé à déménager. Elle a produit ce témoignage en justice. J'ai pu m'apercevoir qu'il possédait une boucle de ceinture du Ku Klux Klan et quelques ouvrages sur le nazisme. Christophe Prouvé avise sa hiérarchie des faits de racisme. Pour toute récompense, il récolte une véritable collection d'avertissements. Retard, refus d'obéissance, tout est bon. Ils ont créé des fautes. Ils ont organisé des fautes, des petites choses. Et puis on y va crescendo. Ça permet d'une de déstabiliser et deux, ça permet de rebondir d'une sanction à une autre pour arriver dans des degrés de gravité un peu plus importants pour, en fin de compte, amener à de la mise à pied ou viser de la révocation. Harcelé, Christophe Prouvé ne craque pas. Alors la direction tente autre chose, le faire passer pour un fou. Il est convoqué à une visite psychiatrique. Voici ce qu'écrit son chef au médecin qui doit l'examiner.
Il est à nouveau en crise. Cet agent est adepte du harcèlement moral. Faire passer les harcelés pour des harceleurs, c'est visiblement une politique délibérée au sein du GPSR. Est-ce que vous pensez pas que ça serait bien de mettre en place des actions de sensibilisation sur le harcèlement moral, de sensibiliser vos équipes? Mais je vous l'ai dit, moi en ce moment, ce à quoi je réfléchis, c'est comment je pourrais trouver le joint pour montrer que c'est l'encadrement qui est en ce moment l'objet d'un harcèlement moral de la part d'un certain groupe de gens. Je le prends comme ça, car moi j'ai parfois le sentiment, ça va peut-être vous faire sourire, que le harcèlement en ce moment il est un peu dans l'autre sens. Mais dans le cas de Christophe Prouvé, la direction échoue dans sa tentative de le faire passer pour un fou et un harceleur. Voici ce qu'écrit le psychiatre qui l'a examiné. Je ne vois aucun élément pathologique dans sa personnalité et en particulier aucune rigidité mentale anormale. Christophe Prouvé porte alors plainte devant les prud'hommes. Le harcèlement moral est reconnu et la RATP condamnée. Mais sa carrière est bloquée. À l'inverse, l'admirateur du Ku Klux Klan a lui été promu. Monsieur en question, il a été mis en cause dans cette histoire. Monsieur Prouvé a obtenu gain de cause dans la justice. Monsieur, il est promu, c'est ça qui étonne. Mais écoutez, moi je regrette, je ne suis pas étonné, parce qu'il y aurait délit d'opinion, il faudrait justement que je m'oppose à la promotion de quelqu'un qui donne parfaitement satisfaction dans son boulot, qui fait preuve d'initiative et de qualité professionnelle, au prétexte qu'un agent lui a fait, moi je dirais, un procès peut-être pas très bon, parce qu'il portait une ceinture. Après enquête, nous nous apercevons que l'adepte du Ku Klux Klan fait par ailleurs de la politique. Il a été candidat sur une liste du Front National aux élections municipales en 1995. Et il n'est pas le seul. Un autre agent du GPSR, Jean-Pascal Doche, devenu aujourd'hui un cadre important, a été tête de liste Front National aux législatives en 1989. Des relents de racisme planent sur le GPSR. Ainsi, cette histoire du tonfa que racontent de nombreux employés. Le tonfa, c'est cette matraque impressionnante dont sont équipés les agents que l'on voit ici à l'entraînement sur une cassette interne de la RATP. Un jour, un agent se retrouve avec un tonfa un peu particulier. Il y a eu un tonfa avec des croix gammées, des croix du GUD, des inscriptions racistes. C'était vraiment très visible. Et ce tonfa-là, il avait été remis en service à un agent à prise de service. On n'a pas fait attention, des fois on est dans nos pensées, on le prend, on le met à l'étui et on part. Et on a été pris à partie par une voyageuse. La personne l'a mal prise parce qu'apparemment elle était d'origine juive et elle l'a très mal prise. Et l'agent a présenté toutes ses excuses auprès de la voyageuse et puis voilà. L'agent signale les faits à sa hiérarchie. La RATP réagit en envoyant cette note de service sans ambiguïté. La direction y parle de provocation intolérable. Pour moi, je regrette, mais c'est un tout petit incident qui a été immédiatement réglé dès qu'on l'a su. Mais la direction n'a jamais lancé d'enquête sur cette affaire. On ne saura donc jamais qui est l'auteur de ces inscriptions. Les plaintes de salariés pour harcèlement sont de plus en plus nombreuses. 10 employés du GPSR ont récemment entamé une action collective au prud'homme pour harcèlement et discrimination. La procédure est en cours. En résumé, depuis 3 ans, la RATP a été condamnée 2 fois au prud'homme pour harcèlement moral. Un responsable du GPSR a été condamné pour une agression physique sur un de ses subordonnés. 2 autres dossiers au moins sont en cours au pénal et 10 autres au prud'homme. Anne-Marie Hydrac, PDG de la RATP, ancienne secrétaire d'État au transport d'Alain Juppé, a été alertée par de nombreux courriers des dysfonctionnements du GPSR. Elle n'y a jamais répondu, tout comme elle a refusé de répondre à nos questions. Depuis qu'on a mis en boîte le reportage que vous venez de voir, on a appris que certains des hommes qui avaient eu le courage de nous parler ont déjà subi des remontrances de leur hiérarchie. Alors on sera attentif évidemment dans le futur pour voir si la liberté de parole existe bien au sein de cette entreprise et si les gens n'ont pas à subir de trop fortes conséquences du fait qu'ils se soient engagés à parler à la télévision.
Le mois prochain, c'est la dernière émission de 90 minutes pour cette saison. Et comme vous le savez, si vous êtes des fidèles de cette émission, nous avons une édition spéciale droit de suite. C'est-à-dire que nous revenons sur les enquêtes que nous avons traitées cette année ou même les années précédentes et nous développons celles qui ont le plus évolué. Vous savez que c'est une tradition dans cette émission de ne pas lâcher les affaires qu'elle traite. On se retrouve donc, c'est le 20 juin, en deuxième partie de soirée. Thank you.